ateliers constituants. Et vous allez être invité à faire un exercice d'atelier constituant, donc d'écrire une partie de constitution. On n'écrira pas une constitution après-midi, mais juste, c'est quoi, ça veut dire quoi des citoyens qui réfléchissent à faire une constitution? Alors ça, c'est vraiment, on a le spécialiste mondial là-dessus. Oui, de l'univers. L'univers, certain. Ah ouais. L'univers connu, en tout cas. L'univers connu, oui, mais c'est vrai qu'il faut limiter quand même. Oui, C'est ça. Donc, la première partie, ça serait ça. Suite à ça, dans vos discussions, on présume peut-être que vous allez vous heurter sur des thèmes, vous dire « moi, je ne comprends pas ce mot-là » ou « ça veut dire quoi ». Puis vous allez découvrir qu'il y a des choses qui accrochent des fois dans le langage, dans les mots qui ont différentes significations. Alors, dans une deuxième partie, on pourra faire un petit retour là-dessus, je pense premièrement sur les résultats des ateliers. Puis nous, on aimerait, moi et quelques personnes, on fait partie d'une organisation qui s'appelle l'ACCQ, l'Alliance pour une constituante citoyenne du Québec. Alors, on va prendre un petit peu de temps pour se présenter, puis c'est un petit peu ça notre dada, de faire des constitutions. Alors, on reviendra là-dessus, puis on aura peut-être, on prendra le tour des différents sujets qui pourraient avoir accroché, puis on pourrait peut-être prendre une demi-heure pour prendre certains de ces sujets-là, pour avoir une discussion de groupe. Pour c'est ça. Fait que c'est un petit peu le plan. C'est quoi ton prénom? Luc, Luc. un autre Luc. Un autre Luc, On est tous des Luc à la CCQ. Donc, ce serait ça. Première partie, atelier. Et deuxième partie, un petit retour sur l'atelier, puis un petit 15 minutes, on veut parler de notre organisation. Ça te va? Ça va? Super. Alors, c'est particulier parce que moi, je ne parle pas fort et j'ai pas de haut-parleur. Donc il faudrait vraiment qu'on arrive à être relativement silencieux pendant que je vous parle, sinon ceux qui sont au fond ne vont pas entendre. Je vais essayer d'être bref pour la présentation, parce qu'on a vraiment peu de temps, on a 2 heures en tout, et il y a évidemment plein de sujets. On est dans le cadre du congrès dans lequel le thème de la journée, c'est la santé, et il y a à dire, il y a à réfléchir en matière d'institutions, donc d'articles de constitution sur la santé. Et donc je vous propose de nous concentrer là-dessus. Je vais vous donner quelques pistes. Ce serait bien que vous avez tous de quoi écrire, papier, stylo, sachant que ce qui va faire de vous un adulte politique, c'est pas seulement d'y réfléchir, la constitution, c'est le moment d'écrire. Quand vous allez vous permettre, quand vous allez oser, quand vous allez avoir le culot de faire ce que les élus ne veulent pas que vous fassiez. Ils ne veulent pas que vous écriviez la Constitution. Quand vous allez commencer à écrire les règles de leur pouvoir à eux, là, vous allez sentir que vous vous transformez, vous devenez leur employeur, vous devenez le souverain, vous devenez celui qui décide comment on décide. Et vous allez voir, mais ça, il faut que vous écriviez. Au début, tant que vous n'avez pas écrit, vous dites je suis capable, mais vous ne l'avez pas encore prouvé. Et vous allez voir, quand vous l'écrivez, vous le prouvez. Et ça marche très bien. Ça fait 20 ans que je le vis et à chaque fois, ça marche bien. Bon, 2 heures, c'est court, donc il ne faut pas qu'on soit trop goinfre. Le fait de prendre tous le même sujet, ça va nous simplifier la vie. Ça va nous simplifier la vie parce qu'il est question, après, de se revoir pour dire qu'est-ce que chaque groupe a trouvé comme idée. On n'est pas très nombreux, donc, mais il faut bien 2 minutes ou 3 minutes par groupe. Et si on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 groupes, 7 fois 2 minutes, ça va faire un quart d'heure, 20 minutes. On va avoir besoin d'une demi-heure pour faire la transposition. Or, il y a ici les gens de la CCQ, avec qui je travaille depuis des années, mais via Zoom, et je suis content d'enfin les retrouver et de pouvoir les prendre dans mes bras. Et le Luc que j'ai vu tout à l'heure, je ne l'ai pas encore pris dans mes bras, donc ça ne va pas. Donc je vais faire ça tout à l'heure. Je suis très content, moi, de retrouver les Canadiens physiquement, là, parce que c'était virtuel pour l'instant. Et vraiment, ce que font les citoyens constituants québécois, je le vis, moi, comme des graines que je sème depuis 20 ans, qui sont en train de germer dans une terre fertile de l'autre côté de l'océan. Et ça m'émeut, moi, je trouve ça très, très... très chouette. Et bon, il faudrait que ça grandisse. Ça grandit pas assez vite comme en France, comme chez moi, mais ça grandit quand même. Alors, je vous propose comme sujet, j'ai pris quelques notes. Alors, on va avoir avec nous Carole, la blonde de Louis, que j'aime énormément, qui a plein d'idées sur les institutions de santé, qui est extrêmement savante et qui va probablement nous aider à pas nous égarer, pas être trop sévère ou trop peu sévère. Enfin,
ce serait bien qu'on puisse la solliciter de temps en temps. Vous allez voir, c'est très, très stimulant. La question, ce serait, je l'ai écrite, quelles institutions sanitaires désirables, quelles institutions de santé désirables nous ont manqué depuis 4 ans? Qu'est-ce qui nous manquait pour nous défendre? Quelles sont les institutions qui nous manquaient pour nous défendre? Qu'est-ce qu'on voudrait comme institution qui permettent d'empêcher, c'est plus qu'une dérive, c'est une bascule autoritaire que nous avons vécue depuis 4 ans. Sous prétexte sanitaire, et c'est parce que les institutions nous manquaient et elles ont été toutes corrompues jusqu'à la moelle. Hein. Il n'y a pas une autorité qui résiste. La Haute Autorité de Santé, la FDA, le CDC, les sociétés savantes, les revues scientifiques, le gouvernement, le Parlement, tout ce monde-là était complètement corrompu. Donc, peut-être que d'une table à l'autre, vous allez prendre une institution différente, peut-être que vous allez en prendre plusieurs, mais le gouvernement est responsable avec ses décrets. C'est scandaleux que le gouvernement puisse faire des lois. Hein. Le gouvernement, normalement, il ne fait pas des lois. Ça, c'est la confusion des pouvoirs. Quand le patron de la police écrit des lois, et les décrets, c'est ça, c'est la confusion des pouvoirs. Et on voit bien le danger. C'est qu'il produit des lois scélérates la nuit, sans que personne n'y voit que du feu. Quoi, hein. C'est incroyable, quoi. La facilité qu'a l'exécutif d'imposer des lois scélérates, c'est quand même... Et ça, c'est facile. Enfin, vous allez voir, enfin, vous me direz si c'est facile ou pas, mais c'est facile de prévoir, de lui interdire. Quoi, hein. De lui interdire. Quand vous prévoyez un interdit ou une obligation, pensez à l'organe qui va être chargé du respect de cette obligation, de cet interdit. Si vous prévoyez une liste des droits, parmi lesquels vous dites il ne peut pas y avoir d'obligation vaccinale. Voilà. Vous faites des vaccins si vous voulez, mais vous ne pouvez pas obliger les gens à se vacciner. Si vous prévoyez une proclamation de la dignité humaine, de l'intégrité humaine, qui fait qu'on ne peut pas vous obliger à vous piquer, si vous ne prévoyez pas l'organe qui va obliger tous les pouvoirs, y compris les pouvoirs de police, militaires, les pouvoirs administratifs, les écoles qui penseraient pouvoir vous interdire à vos enfants de venir, si jamais... Il faut vérifier que les écoles ne sont pas en train de devenir un pouvoir qui force à se vacciner en interdisant. Si vous voulez que votre principe soit appliqué, il faut prévoir l'organe qui va être chargé, vous allez le charger du respect. Et ça, c'est valable en santé, mais c'est valable pour tous les articles de votre Constitution. J'espère que vous allez continuer après que je sois parti. Et donc, vous allez recommencer d'autres ateliers sur d'autres sujets, la monnaie, les médias. Et je vous conseille à chaque fois de prévoir un lexique, donc des définitions dans la Constitution. Oui, je sais, dans aucune Constitution du monde ça existe, mais pourtant, ça devrait. Hein, c'est un texte politique qui doit être signé par tout le monde. Il faut que tout le monde comprenne et qu'il n'y ait pas de malentendu. Mais quand vous dites représentant, c'est polysémique, ça a plusieurs sens. Un représentant, ça peut être un maître ou un serviteur, lequel vous voulez. Donc, il faut écrire dans la Constitution, vous devriez écrire, je vais vous donner des exemples, j'ai ma Constitution là, mais donc je vais vous donner un exemple. Représentant, j'ai mis ça dans la Constitution. Donc c'est pour vous dire que c'est en langage, vous allez voir, c'est en langage, c'est comme un roman, quoi. Hein. Enfin, c'est pas du tout technique, difficile à comprendre. Représentant, 2 points. Et ça, c'est dans la Constitution, en en-tête, il y a le glossaire, le lexique. En français, le mot représentant est polysémique, il a 2 sens et ceux-ci sont carrément contraires. Il faut donc préciser dans la Constitution elle-même. Donc, j'écris dans la Constitution qu'il faut écrire dans la Constitution elle-même ce point essentiel de vocabulaire pour éviter les graves malentendus et les pires tromperies. Donc, le mot représentant peut signifier serviteur, comme un courtier cherche et respecte loyalement les ordres de son mandant, mais le même mot représentant peut signifier maître, comme un tuteur qui décide tout arbitrairement à la place de l'incapable qu'il représente. Et là, ce qui est écrit en gras, c'est la fin de la définition. Dans notre Constitution d'origine citoyenne, nous voulons des représentants qui soient et qui restent nos serviteurs et jamais nos maîtres. On pourrait le dire autrement. Mais comme il y a une polysémie, il y a une difficulté de sens, on l'écarte en expliquant et en clair ce qu'on souhaite, le sens qu'on souhaite donner aux mots. Vous allez faire pareil pour journaliste, vous allez faire la même chose pour santé, vous allez faire la même chose peut-être pour vaccin, enfin je ne sais pas, il va falloir... alors vaccin, je ne sais pas, hein, dans la Constitution. La Constitution, c'est
un texte supérieur qui institue des pouvoirs, qui dit un tel pourra faire ci, un tel pourra faire ça. Un tel est nommé comme ci, il est nommé comme ça. Il peut être puni, il va être surveillé par, il y a un organe de contrôle de surveillance, et il risque d'être viré à tout moment avec une procédure. Dans la Constitution, on décide qui décide. On ne décide pas des lois. Si vous commencez à vous disputer entre vous, c'est probablement que vous avez dérivé, vous êtes en train de parler d'une loi. Et là, il faut que quelqu'un dise, on n'est pas en train de parler d'une loi, là, parce que c'est pas normal qu'on se dispute. Normalement, en atelier constituant, on est d'accord sur la façon de décider les lois. Et si jamais vous tombez sur un vrai désaccord, on est en désaccord et on est dans la Constitution, c'est pas une loi, c'est vraiment la Constitution. Ne vous disputez pas, surtout quand vous n'avez pas le temps, mais même si vous avez le temps, ne vous disputez pas pour essayer d'avoir raison, parce que là, vous êtes condamné à la discorde jusqu'à la fin de votre rencontre. Vous pouvez très bien, ce qui s'appelle construire un désaccord. Vous construisez votre désaccord, c'est-à-dire que vous écrivez, il y a cette option, par exemple sur le statut des étrangers. Les étrangers n'ont aucun pouvoir, je dis n'importe quoi, les étrangers n'ont aucun pouvoir, il y en a qui veulent que les étrangers n'aient aucun pouvoir, alors qu'il y en a qui voudraient donner des pouvoirs aux étrangers. Et puis là, on se dispute parce que c'est des... Ok, on construit le désaccord et on note les deux options. Et à ce moment-là, il n'y a pas de dispute, on a écrit les deux dans la Constitution. On a mis c'est ça ou ça, et puis on en rediscutera plus tard. Et puis on fera un référendum pour savoir ce que préfère la population entre les deux options. Vous comprenez? Vous disputez pas trop longtemps, c'est pas la peine. Probablement, vous n'arriverez pas à régler le truc aujourd'hui. Ça s'appelle construire un désaccord. Donc, dans le thème général, ce serait quelles institutions sanitaires désirables? Et je vous suggère, moi ce qui me viendrait à l'esprit, je dis ça pour vous faire gagner du temps, mais après ça vous allez peut-être trouver autre chose, mais moi me vient à l'esprit, ce qui nous a manqué, c'est le référendum d'initiative citoyenne, le RIC, en toute matière. Quoi ? Le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Référendum, ah ça c'est super, c'est quoi ton prénom ? Denise. Si tu débarques là-dessus, c'est un tournant dans ta vie, hein, parce que c'est super important. L'institution qui va tout changer sur Terre, c'est un RIC, un référendum d'initiative citoyenne, écrit par nous-mêmes. Un RIC. Nous, on y est très habitués parce que les Gilets jaunes se sont emparés de cette idée en 2018 en France, et pendant 2 ans, on en a vu partout, dans toutes les manifs, c'était le RIC, ils avaient référendum d'initiative citoyenne. D'initiative citoyenne. C'est-à-dire qu'il y a une poignée de gens, et c'est à toi de décider combien, peut-être 100 000 personnes. 100 000 personnes sur un pays de 20 millions peuvent se réunir et discuter et dire il faudrait interdire l'obligation vaccinale. Et donc, il prévoit une formulation en disant est-ce que vous êtes d'accord pour interdire l'obligation vaccinale? Interdire. Et ils y réfléchissent à la formulation, et comme ils sont 100 000, dans la Constitution, toi, tu as écrit 100 000 personnes peuvent déclencher un référendum d'initiative citoyenne en toute matière. Et comme c'est écrit, à partir du moment où on est 100 000, le référendum doit avoir lieu. Il n'y a pas de parlement qui peut se mettre en travers, il n'y a pas de gouvernement qui peut se mettre en travers, il n'y a pas de journaux, d'autorités, de conseil constitutionnel qui peut se mettre en travers. Si on est 100 000 à décider de poser la question, ce n'est pas les 100 000 qui vont décider pour tout le monde, mais la question va être posée à tout le monde. Et quand la question est posée à tout le monde, est-ce que vous êtes d'accord pour interdire l'obligation vaccinale? Si la majorité de ceux qui se déplacent pour voter dit oui, on est d'accord pour interdire l'obligation vaccinale, ça devient une loi. Ça devient une loi, et même si le gouvernement n'est pas d'accord, même si le Parlement n'est pas d'accord, même si les juges ne sont pas d'accord, même si les médias ne sont pas d'accord, même si le Conseil constitutionnel ou la Cour suprême n'est pas d'accord, si le peuple le veut, le peuple a choisi la question, et il a voté, il a décidé, ok, voilà, c'est comme ça à la serpe, hein, je vous décris ça rapidement. Pour l'inverse, qu'est-ce qui protège contre la dictature de la majorité? Alors, la dictature de la majorité, alors moi ça m'est apparu... Pendant longtemps, j'ai pris cette expression comme la façon bourgeoise, enfin tu vois, des dominants du moment, des 1 ou 10% qui dirigent toutes les sociétés partout sur Terre grâce à l'élection. J'ai pris cette expression comme un argument des dominants pour dire on ne va pas laisser le peuple décider parce qu'ils vont décider des horreurs. Et donc, pour moi, moi je suis démocrate, et bon, pour moi, le peuple, il ne décide pas des horreurs. Le peuple n'a pas tort ou raison, le peuple décide. En démocratie, le peuple décide. Et puis, à l'occasion de la bascule totalitaire, je me suis aperçu qu'on risquait de se faire
empoisonné de force, c'est-à-dire vaccination obligatoire, à la majorité. Et là, j'ai commencé à comprendre ce que ça voulait dire, dictature de la majorité. Si c'est pour des bricoles, je m'en fous. Mais si c'est pour me tuer, là, d'un seul coup, je suis plus démocrate. Enfin, il y a un truc qui va pas. La majorité n'a pas le droit de me tuer. D'accord. Et quand j'en parle à d'autres vrais démocrates, comme Léo Giraud, dont je vous recommande le travail, c'est absolument remarquable. Vous trouverez Léo, L-E-O, Giraud, G-I-R-O-D, qui est, de mon point de vue, celui qui fait, il en fait encore plus que moi les ateliers constituants. Il en fait toutes les semaines, tout le temps, depuis des années. Il a écrit une constitution comme moi, et qui est plus aboutie, mais qui est vraiment très très remarquable. Si vous voulez voir Léo Giraud, il faut que vous alliez sur Discord, le Discord constituant, qui s'appelle aussi le Mumble constituant, M-U-M-B-E-L. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, Mumble, M-U-M-B-L-E, constituant, vous allez tomber sur le projet de constitution de Léo, et de quoi vous connecter sur Discord, puisque maintenant c'est plus Mumble, c'est Discord. Il y a un Discord constituant tous les mardis. Le mardi à 8h, 20h. Alors pour vous, ça va être... chez vous, ça va être dans l'après-midi. Ça va être dans l'après-midi. Donc, alors voilà, il va falloir vous libérer le mardi après-midi. Ce ne sera peut-être pas toujours possible. Mais en tout cas, il y a... Et puis vous allez pouvoir faire le vôtre, peut-être, de Discord constituant à votre heure. Hein. Mais enfin, si vous vous connectez sur la réflexion, l'outil de Léo, vous allez voir, c'est absolument passionnant. C'est un type vraiment remarquable. Si vous perdez le fil, vous pouvez aller sur choir.org, qui est mon site, chouard.org. Et là, vous avez un menu dans lequel vous avez documents de conférence, vous avez un menu Agir. Dans les documents de conférence, vous allez voir, il y a plein de choses qui vont vous servir. Dans Agir, vous allez trouver plein de manières de faire quelque chose pour la démocratie. Okay. Donc, le RIC, alors j'ai ouvert une parenthèse pour Martine, mais chouard.org, c'est mon nom, .org comme organisation, chouard. Donc, une des institutions qui nous a manqué, à vous et à nous, et à plein de gens, en faire sur ça, mais même aux Suisses, hein, et pourtant les Suisses l'ont le RIC. Il y a une trentaine de pays qui ont le RIC. Ils ont le référendum d'initiative citoyenne, mais ils ont comme nous des médias qui appartiennent tous aux riches. Nous, en France, tous les journaux appartiennent à 9 milliardaires. Je crois qu'ici, c'est à 2. Tous vos journaux appartiennent à 2 milliardaires. Donc ça, c'est... Enfin, on vit avec, mais c'est très constituant ce que je vous dis. Hein. Vous allez avoir affaire à ce problème dans tous vos ateliers. Dans tous vos ateliers, vous allez essayer de donner du pouvoir au peuple. Vous allez instituer un pouvoir que vous donnez à l'opinion. Et en même temps, vous allez avoir peur d'une opinion qui a été trompée, qui a été dévoyée par des médias qui nous désinforment, qui nous mentent, qui nous trompent et qui nous amènent à voter contre nos intérêts. Exemple, les Suisses, hier, viennent de décider ils ont voté oui au référendum qui autorisait la censure. Donc le gouvernement peut censurer maintenant en Suisse et le coup d'État en 1999, j'ai entendu. Oui, en 1999, ils ont réécrit leur constitution et c'est les élus qui ont écrit la constitution, donc on peut analyser ça comme un coup d'État, je suis d'accord. C'est donc essentiel. Moi, dans mon article sur le RIC, donc je prévois, à partir de 100 000 personnes, on peut déclencher automatiquement un RIC et aucune institution ne peut se mettre en travers, c'est en toute matière, il n'y a pas de limite. Et deuxième alinéa, tout de suite dans le même article, je ne change pas de numéro d'article, c'est dans le même article, j'écris « Aucune personne morale, aucune personne, physique ou morale, ne peut acheter un média. » Point. Et dans les médias, dans les définitions de médias, je précise, dans la Constitution, je précise, les médias, c'est la presse, la télé, les radios, les agences de presse, les instituts de sondage, les instituts statistiques, les maisons d'édition. Alors, les maisons d'édition, est-ce qu'on interdit à qui que ce soit d'acheter une maison d'édition? Peut-être qu'il ne faut pas charrier. Donc, en tout cas, tout ce qui concourt à la formation, non, c'est pas la formation, à l'éclairage de notre opinion, doit être, à mon avis, protégé par la Constitution. C'est absolument pas le cas dans aucune Constitution du monde. Mais pourtant, c'était prévu dans le CNR, dans le Conseil national de la résistance, il était prévu, comment il disait ça? C'était plein de communistes, et il disait, il faut pas abandonner la presse aux puissances de l'argent. Ils appelaient ça, je crois. Et donc, mais on a toujours le même problème. On s'est fait enfumer depuis, on a oublié, et
les puissances d'argent, ont pris le contrôle des médias, et c'est dramatique. Dans notre réflexion constituante, c'est absolument central. C'est peut-être une des principales... Il y a 3 principales réflexions à mener pour nous émanciper. C'est il faut absolument reprendre le contrôle des médias. Il faut que les médias soient sous contrôle citoyen. Il faut qu'ils soient pluralistes, de gauche, de droite ou autre chose. Il faut qu'il y en ait de toutes les... Et il ne faut pas qu'ils appartiennent à quelqu'un, qui que ce soit. Deuxièmement, il faut que vous preniez le contrôle de la monnaie. Et troisièmement, il faut qu'il y ait le référendum d'initiative citoyenne. Ça, c'est vraiment... après ça, il y a le tirage au sort. Il va falloir que vous ayez une bonne dose de tirage au sort avec des chambres de contrôle tirées au sort. Ça, à mon avis, vous ne ferez pas l'économie de ça. Mais vous voyez, les principaux sujets tiennent sur les doigts d'une main. Mais il ne faut pas les rater, quoi. Hein. Si vous ratez les médias, si vous ratez la monnaie, si vous ratez le RIC, si vous ratez les chambres de contrôle des pouvoirs, il va manquer de choses importantes dans votre constitution qui font que vous allez pouvoir vous faire blouser par les dominants. Donc, je reprends les quelques... Mais il ne faut pas que je parle trop, parce que moi, je peux vous parler 8 heures, hein, donc on n'a pas beaucoup de temps. Donc, là, vraiment, le truc, c'est qu'il ne faut pas que je vous parle. Donc, normalement, je ne devrais même pas vous parler. En même temps, il faut bien que vous démarriez, quoi. Hein? Ça commence mal. Et ça commence mal, fait que parler. Il me semble que dans les institutions qui manquent, il y a le RIC, il y a les chambres de contrôle des pouvoirs. Qu'est-ce qu'il y a comme institution de santé? Alors, vous allez avoir les vôtres. Alors, oui, il faut quand même que je réponde à la question sur la tyrannie de la majorité. Léo Giraud, dont je vous parlais, c'est pour ça que je vous parlais de Léo, lui, il dit, c'est pas la peine de mettre une... Parce que moi, je me suis dit, pour empêcher que la majorité vote une obligation vaccinale, je me dis, il faut qu'il y ait une chambre de contrôle du peuple. Pour moi, il y a une chambre de contrôle pour tous les pouvoirs. Et je suis en train de dériver en me disant, mais il faut aussi une chambre de contrôle du peuple. Quel intérêt ça va avoir que le peuple soit contrôlé par une chambre de contrôle, alors que ça m'a jamais effleuré pendant une seconde depuis 20 ans, ça. Hein. Jamais j'imaginerais que le peuple puisse savoir, c'est le souverain, donc il n'a pas un truc qu'on lui met au-dessus, c'est le souverain. Oui, mais si le souverain n'est pas bien éclairé, il faut qu'une chambre éclairée, donc qui prend le temps de s'informer complètement, ce que les citoyens font jamais complètement, prend beaucoup de temps pour écouter les uns les autres, et on lui donne pas le pouvoir de nous contredire et de nous tordre le bras, mais on lui donne le pouvoir de nous forcer à revoter en organisant un nouveau débat, tu vois, par exemple. Alors, mais Léo me dit, non, il faut pas faire ça, enfin, il faut mettre personne au-dessus du peuple, et donc là, c'est à vous de discuter, hein. C'est pas moi qui vais décider, c'est pas Léo, mais c'est vraiment un sujet de discussion constituant et universel, ça concerne tous les sujets. Hein. Le risque de tyrannie de la majorité, ça concerne, vous comprenez ce que je veux dire quand je parle de l'obligation vaccinale, mais il va y avoir d'autres sujets comme ça. Hein. Envoyer à la guerre, c'en est un autre. Envoyer les gens à la guerre, c'en est un autre. Les envoyer à quoi? À la guerre, oui, absolument. Les envoyer à la guerre, oui, absolument. Absolument. Les envoyer à la guerre. Il y en a d'autres des sujets. Oui? Ils ont mis les banquiers dehors. Ils ont mis les bandits dehors, un coup de pompe dans le derrière. Oui, tout à fait. Bon, mais ça, c'est pas constituant. Là, Mais le peuple s'est quand même consulté pour pouvoir faire ça. Parce que alors, oui, ça n'a pas bien marché. Le processus constituant en Islande a été morpionné par... Mais je ne veux pas qu'on ouvre une parenthèse là-dessus. Mais ça a été morpionné par la Cour suprême. À mon avis, parce que les Islandais n'étaient pas constituants avant, ils ne s'étaient pas entraînés comme vous allez vous entraîner, vous. Et il y a eu une assemblée constituante. Et il y a eu un vice de forme, en tout cas la Cour suprême a dit qu'il y avait eu un vice de forme, et la Cour suprême a dit « Non, vous ne pouvez pas faire ça, vous n'êtes pas légitime et on va vous invalider ». Alors ils ont supplié la Cour suprême, au lieu de foutre dehors à coup de pompe dans le derrière les juges de la Cour suprême en disant « Vous n'existez plus, on est en train de tout recréer », au lieu de faire ça, ils ont supplié la Cour suprême en disant « Laissez-nous faire notre référendum et puis ce sera indicatif et le Parlement décidera ». Putain, alors oui, ils ont fait ça, mais le Parlement a décidé, il a décidé tout à l'envers, et en fait, ça a morpionné le système. Hein. Donc, en fait, si on devient constituant, on ne va pas se laisser marcher sur les pieds, ni par le Parlement, ni par le gouvernement, ni par un conseil constitutionnel de mes deux. On s'en fiche complètement, vous voyez, on va s'autonomiser complètement. Et les Islandais l'avaient pas fait. Ils n'avaient pas fait l'atelier constituant. Ils n'étaient pas, tu vois, assez forts dans leur tête pour résister à cette... Il y a une position, tu vois, les juges de la Cour suprême, ils ont des grands habits, de l'hermine, tout un décorum avec un grand palais où tu te sens tout petit, et ça impressionne, et c'est vraiment l'argument d'autorité que nous devons contester. On se fout pas mal de leur hermine et de leur costard. Nous, on est en train de réécrire la Constitution, c'est-à-dire qu'on va voir de qui on a besoin pour nous représenter, et la Cour suprême, pour l'instant, ça ne représente plus rien. Donc j'ai répondu à ta question sur la tyrannie de la majorité. Ce que me dit Léo me dit,
si on reprend bien le contrôle des médias et que on met bien en place les débats populaires avant toute prise de décision, avec une vraie prise de temps, on interdit de décider trop vite. Il va toujours y avoir des débats publics. Les médias vont être obligés, même s'il y a 150 chaînes, il va y avoir une obligation de service public pour tous les médias, même privés évidemment, de 7h à 8h par exemple. On va faire passer le même message pour être sûr que tout le monde a bien entendu une partie du débat sur quelque chose d'important qui va avoir lieu, de façon à ce que tout le monde ait bien vu les gens pour et les gens contre en train de s'empailler, pour être sûr que l'opinion est bien éclairée. Et Léo me dit, et je l'entends, hein, donc comprenez-moi et puis discutez-en entre vous, normalement, si on met bien en place, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vit aujourd'hui, hein, mais si on met en place une chambre du référendum, dotée des moyens, de l'argent, des pouvoirs, pour organiser un débat riche, long, loyal, entre les positions pour et contre, jamais la population votera l'obligation vaccinale. Parce que nous allons avoir le moyen, ceux qui sont contre l'obligation vaccinale vont avoir les moyens de dire les dangers, de dire la honte de l'obligation vaccinale. Et si on a pu le dire, sur toutes les chaînes, donc, tu vois les 150 chaînes de télé, toutes de 7 à 8, t'ont permis de dire l'obligation vaccinale, c'est le bout de la marde, c'est vraiment l'horreur de l'horreur. Et voilà pourquoi, tac, 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 si tout le monde l'a entendu, il y aura pas, ils vont pas voter l'obligation vaccinale comme ils l'ont fait, comme ils pourraient l'avoir fait. Mais comment on fait en Suisse pour voter la censure? Parce qu'ils ont des médias comme les nôtres, qui leur mettent la tête à l'envers. Ah, ok. Ouais. Donc, si vous voulez, un pays qui soit une vraie démocratie, souvent la Suisse est présentée comme une vraie démocratie. À mon avis, c'est pas vrai. C'est une semi-démocratie, c'est mieux que chez nous, mais c'est pas une démocratie. Dans une vraie démocratie, les médias appartiennent pas aux riches, du tout. Et puis les gens votent leurs lois. On vote pas que sur des référendums de notre propre initiative, ça devrait être toutes les lois. Non, une vraie démocratie, c'est nous qui votons les lois. Enfin bon, ça se discute, hein, mais bon. Hein? Question, Étienne. Tu parles d'interdire que toute personne physique ou morale puisse acheter un média. Achète un média. Oui. Mais qu'est-ce qu'on fait de ceux... Ah oui, tout à fait. J'ai oublié de vous dire, le dernier alinéa, c'est, en dessous, le dernier alinéa, c'est tous les propriétaires actuels des médias doivent les rendre à leurs journalistes. Parce que la règle, c'est que aucune personne physique ou morale ne peut acheter un média. Les médias appartiennent à ceux qui y travaillent. Alors, ça peut être les journalistes, mais ça peut être aussi ceux qui font le ménage. Enfin, tous ceux qui travaillent dans le média, hein, c'est les propriétaires des médias. Donc, c'est eux qui dirigent, comme une SCOP. Hein, comme une SCOP. Mais nous décidons que les médias, ce sont des SCOP. Enfin, tu vois, ce sont ils appartiennent à leur... Et tous les médias actuels doivent être rendus à leurs salariés aujourd'hui, tout de suite. Et c'est la chambre du référendum qui est chargée de l'application de ça et qui va, ou la chambre de contrôle des médias, qui va décider quelles sont les indemnités qu'on donne aux super riches s'il y a des indemnités. Parce qu'ils sont déjà tellement engouinfrés que c'est peut-être pas la peine de leur donner des indemnités. Mais en tout cas, on leur reprend les médias. Et ça, c'est un pas immense. C'est presque plus important que le référendum initiative. Enfin, c'est aussi important. Vous voyez, ça va avec reprise de contrôle des médias. Enfin, c'est pas un contrôle des médias au sens... c'est nous, les citoyens, qui allons décider de ce qu'on dit dans les médias. Les médias vont servir à nous éclairer. Mais on tient à rétablir la pluralité en disant aucune personne assez riche pour acheter, comme on achète une voiture, un média, ne peut le faire. Voilà. Ni personne physique, ni personne morale. Et ça, à mon avis, ça va être une vraie révolution dans un pays. Quelque chose de très, très, très important, et qui va avec le référendum d'initiative citoyenne, ou le vote de toutes les lois, voilà. Et qui est un complément de la reprise en contrôle de la monnaie. Ça n'empêche pas les plus riches d'avoir de l'influence, oui, bien sûr. Mais peut-être que par ailleurs, dans la Constitution, vous allez interdire l'accumulation de richesses au-delà de... C'est-à-dire, vous allez dire, il y a un revenu minimum, il y a un SMIC, je ne sais pas si ça s'appelle le SMIC enfin, il y a un revenu minimum, mais vous allez peut-être décider qu'il y a un revenu maximum. Et à mon avis, ça c'est complètement légitime. Hein. C'est juste politique. Dans notre pays, tu ne peux pas gagner plus de 10 fois le revenu minimum. Alors, déjà aujourd'hui, le revenu maximum, aujourd'hui en France, c'est 3 ou 4, même pas 5, et il y a juste, mais c'est même pas 1%, c'est 1 pour 1000 qui gagne plus que ça. Donc, on est déjà dans une tranche, dans une fourchette de 1 à 5. Et
si on dit de 1 à 10, ça va, quoi. Il y a personne, enfin, ça va léser personne, quoi, ou une poignée de rien du tout, quoi. Mais surtout, l'immense majorité, la plus grande partie des inégalités, sur les revenus, il y a des inégalités énormes, parce que je dis la plupart sont entre 1 et 5, mais ceux qui dépassent, mais c'est monstrueux ce qu'ils ont comme revenus. Mais c'est rien, il faut voir le travail de le démographe là, qui se bagarre contre l'Europe, je connais que lui. Non, mais c'est aussi le travail qui a écrit sur le Capital, deux gros livres sur le Capital. Ce nom m'échappe, ça. Non, c'est pas Charles Gap. Enfin bref, il y a quand on étudie comme il faut sur un siècle les inégalités de patrimoine, mais c'est 100 fois plus que les inégalités de revenus. C'est Piketty, voilà. Les études de Piketty ont montré que les inégalités de patrimoine étaient incroyablement plus grandes et dangereuses et complètement illégitimes. C'est totalement illégitime qu'une famille ait autant d'accumulation de terres et de biens immobiliers juste parce que c'est à chaque héritage, ça s'accumule, mais ça s'accumule jusqu'où? Parce qu'à force d'accumuler, ces gens-là privent les autres de la propriété, en fait. Donc, nous serions légitimes à dire il y a aussi une propriété maximum. Alors, au secours des communistes. Non, pas communistes. On garde la propriété, juste on n'a pas le droit d'accaparer, on n'a pas le droit de monopoliser. On n'a pas le droit d'accaparer. En tout cas, ça c'est autre chose, il ne faut pas qu'on c'est clair. Donc, dans les institutions qui nous ont manqué pour résister à la bascule totalitaire sous prétexte sanitaire, il nous a manqué le RIC, il nous a manqué les chambres de contrôle de tous les pouvoirs, les chambres de contrôle populaires. Chambre de contrôle populaire, c'est la chambre de contrôle des juges, tirée au sort. La chambre de contrôle est tirée au sort. C'est 200 citoyens tirés au sort, par exemple. La chambre de contrôle des journalistes. Pour que Marty, comment il s'appelle le vôtre, Marty? Non, il ne s'appelle pas Marty, il s'appelle Marquis. Pour que Marquis ne reste pas impuni, s'il y avait une chambre populaire pour juger son cas, ça se réglerait autrement. Le problème aurait été réglé plus rapidement. La chambre des médias, donc la chambre de contrôle des médias, la chambre de contrôle de monnaie, la chambre de contrôle des parlementaires, la chambre de contrôle des ministres, la chambre de contrôle de la police, la chambre de contrôle des militaires. À chaque fois que vous allez instituer un pouvoir, pensez au fait qu'il est très important que ce pouvoir ait peur. Jamais c'est écrit comme ça dans une constitution. Moi, je l'écris dans la constitution. Une constitution, c'est une constitution qui fait que nous instituons des pouvoirs dont nous n'avons rien à craindre. Donc, nous écrivons dans cette constitution, nous instituons les organes dont les pouvoirs vont avoir peur. Et on le fait exprès parce qu'on veut n'avoir rien à craindre des pouvoirs que nous instituons. Nous avons besoin de ces pouvoirs, mais on ne veut pas qu'ils deviennent tyranniques. Nous instituons un État qui doit être inférieur en tout à la puissance populaire. Nous instituons un État, une puissance publique, qui va être plus forte que le plus fort d'entre nous, parce que comme ça, le plus fort d'entre nous aura peur de quelque chose qui lui est supérieur, donc il ne pourra pas faire régner la loi du plus fort, une espèce de loi mafieuse, il ne pourra pas le faire parce qu'il y aura une puissance qui lui est au-dessus, mais cette puissance que nous instituons, nous lui interdisons de devenir tyrannique, en la rendant inférieure en tout à notre puissance référendaire, en fait, à notre puissance, à nous tous, par référendum, nous pourrons punir n'importe quel des agents. Alors, en tout cas, donc, chambre de contrôle par tirage au sort, ça, à mon avis, c'est quelque chose qui nous manquait. Sur le vocabulaire, il y a sûrement des mots qui ont été mis à l'envers à l'occasion de la crise Covid. Peut-être ce sera l'occasion pour vous de dire, mais ce mot-là, on devrait l'écrire dans la Constitution, comme ça, ils vont arrêter de tricher, ils pourront plus tricher. Par exemple, je sais pas, bénéfice-risque, enfin, réfléchissez aux mots qui ont servi à nous enfermer, à nous piquer de force, etc. Quels sont les mots qui ont servi? Et définissez-les mieux de façon à ce que ça ne puisse pas être mis à l'envers. Et puis, si vous prévoyez les droits fondamentaux, prévoyez l'organe qui va être chargé de faire respecter les droits fondamentaux. Vous prévoyez les droits de l'homme, dans lequel il est interdit, il faut le consentement pour un traitement. Il va falloir qu'il y ait une chambre populaire, donc tirée au sort, à qui vous donnez un budget, donc vous lui donnez de l'argent, vous en avez de l'argent, c'est vous qui le créez, hein, c'est nous qui créons l'argent. Donc, on ne manquera pas d'argent, on ne va pas le gaspiller, mais on ne va pas en manquer pour faire marcher les services publics. Vous savez, tout ce matin, on nous a parlé
de l'hôpital canadien qui est complètement foutu parce qu'il n'y a pas d'argent pour payer le minimum, et il n'y a pas de quoi, il y a pas de lit, mais c'est incroyable. Il n'y aurait rien de plus simple que de créer, il faudrait un peu d'argent. Un État à qui vous avez rendu la puissance de la création monétaire n'a plus aucun problème de financement des services publics. L'État citoyen crée la monnaie quand il dépense, et donc il dépense autant qu'il y en a besoin pour la population, il dépense autant qu'il y en a besoin, vous m'entendez? Il n'y a pas besoin des impôts. Il n'y a pas besoin des impôts pour financer les activités d'un État. Un État digne de ce nom, un État sous contrôle citoyen. Il n'y a pas besoin des impôts. L'État crée la monnaie quand il dépense, ensuite la monnaie circule. C'est plus les banquiers qui créent la monnaie, hein. C'est nous qui créons la monnaie, hein. C'est plus les banquiers, les usuriers, on leur a repris le contrôle de la création monétaire. Et donc, l'État crée la monnaie quand il dépense, ensuite les signes monétaires qui ont été créés à cette occasion circulent dans la société pour état de nos dettes comme aujourd'hui, et l'État détruit la monnaie quand il perçoit l'impôt. Mais il détruit la monnaie, là, d'un seul coup, il détruit la monnaie qu'il faut. Il n'en détruit pas trop, il n'en détruit pas trop peu. Il détruit la monnaie par les impôts, ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas d'inflation. S'il y a de l'inflation, c'est qu'il faut prendre des impôts. Mais on va prendre l'impôt, on va faire payer plus aux riches qu'aux pauvres, il n'y aura plus de fraude fiscale. S'il y a une constitution d'origine citoyenne, il n'y aura plus de fraude fiscale, hein. Là, s'il y a de la fraude fiscale, c'est parce que les gouvernements sont élus par ceux qui veulent frauder. Et donc, chez nous, ça s'appelle le verrou de Bercy. Le verrou de Bercy, ça veut dire qu'il y a les inspecteurs fiscaux, les inspecteurs des impôts, pour les gros poissons fiscaux, donc ceux qui ont des grosses dettes fiscales, les inspecteurs peuvent pas voir directement, peuvent pas voir le contribuable directement. Il faut que le dossier passe par Bercy, qui est le ministre des Finances, et c'est Bercy qui décide s'ils sont poursuivis ou pas. Laisse tomber, quoi. Hein, je veux dire, la fraude fiscale, elle est organisée, elle disparaîtra. Enfin bon, bref. Bon, voilà, je m'arrête de parler. Ah oui, si, les autorités sanitaires qu'il faut que vous contrôliez, qu'il faut qu'on institue mieux, c'est l'ordre. Par où qu'on commence? Il y a l'ordre des médecins. Est-ce que l'ordre des médecins doit être un... Par le Quand on fait une constitution, Oui. par où on commence? À mon avis, c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui, mais à mon avis, la première question à se poser, c'est est-ce qu'on veut des représentants? Les représentants. Est-ce qu'on veut des représentants? Ou est-ce qu'on veut voter nous-mêmes les lois? Et les représentants, est-ce qu'on les élit ou est-ce qu'on les tire au sort? Et qu'est-ce qu'on leur donne comme mandat? Et combien de temps on leur donne un mandat? Et comment on les contrôle, comment on les punit? Et qu'est-ce qu'on fait sur la monnaie? Qu'est-ce qu'on fait sur les médias? Qu'est-ce qu'on fait sur les juges? Et comment on révise la Constitution? Tu vois, il y a moins de 10 points que nous avons, moins de 10 questions que nous avons à traiter. Mais bon, ça fait du boulot, hein. Mais tu vas voir, tu t'occupes enfin des choses sérieuses. Tu deviens une grande personne. Je sens que tu débarques. Donc, peut-être que... Moi, c'est parce que j'ai besoin d'être structuré. Oui. Tu sais, on commence à travailler là-dessus, les représentants. Oui, mais là on a peu de temps et on essaie de se caler dans le contexte du congrès qui parle de la santé. Donc, mais tu vas voir qu'on va créer des articles de constitution qui concernent le problème de la santé, mais ce que tu vas réfléchir aujourd'hui, tu vas t'en servir pour d'autres sujets que la santé. Là, c'est juste pour la santé. Oui, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme autorités de santé qui ont été complètement corrompues? Et donc, comment on pourrait faire pour qu'elles ne soient pas corrompues? Oui? On pourrait commencer par assister dans nos villes, aller voir les maires, puis voir ce qui se passe. Faire un peu qu'est-ce qu'ils ont fait aux îles de la Madeleine. Parce que quand on sait qu'est-ce qui se passe, on ne se fait pas manipuler. Donc, assister au congrès mensuel de Montréal PRS dans vos villes. Oui. Là, vous allez savoir ce qui se passe. Puis là, vous pouvez dire à vos maires qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas. Puis je pense que c'est comme ça qu'il faut commencer. Par petite échelle, pour que ça devienne Goliath. Ça c'est vrai. C'est vrai, mais c'est pas constituant. Ça, c'est vrai, mais c'est pas constituant. Mais renseignez-vous, c'est comme ça qu'aux îles de la Madeleine, c'est en allant, c'est une personne qui s'est levée debout, qui a influencé toutes les autres, qui a dit au congrès des maires que ça n'avait pas de bon sens, puis qu'est-ce qui se passe là. D'avoir un pass pour aller payer 32 $, si toi, tu es déjà vécu là, ben, il faut que tu donnes un don pour aller voir la personne qui est décédée aux îles de la Madeleine. C'est comme rendu fou. Un moment donné, il faut qu'il se lève debout. Il faut qu'il aille voir ce qui se passe dans sa ville. C'est vrai, c'est absolument vrai, mais c'est pas constituant. C'est autre chose. Mais c'est complémentaire en fait, hein, parce que les gens qui font ça, ils devraient être constituants en plus. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme institution dont vous devriez réviser
la composition, les pouvoirs et le contrôle. Comment on contrôle? Il y a l'ordre des médecins. C'est quoi les CIUS? Intégrés de santé et services sociaux. Les centres. Mais il faut que vous utilisiez vous-même les mots. Les CIUS, CIUSSS. Ok. Les CHSLD qui sont les centres d'hébergement de soins de longue durée, les centres hospitaliers. D'accord. Ok, donc là, il faut... Ok, bon, ça, il faut ajouter ça, parce que ça, c'est une institution que je ne connais pas, parce qu'elle est canadienne, québécoise. Mais donc, je vous le dis avec mes mots à moi, puis après ça, vous l'adaptez à votre cas. Mais moi, il me semble que les ordres des médecins sont des outils de domestication des médecins qui sont contraires à l'intérêt général et qui devraient être institués autrement, qui devraient être soumis à un contrôle populaire. Les autorités de santé qui valident les médicaments, comme la FDA aux États-Unis, comme l'EMA en Europe, je ne sais pas comment il s'appelle chez vous, mais il y a un organe qui dit ce médicament, il n'y a pas de problème. Santé Canada. Bon, okay. Santé Canada. Donc Santé Canada, qu'est-ce qu'il faut changer? Les sociétés savantes. Alors, je vous interromps parce que là, il faut décider c'est quoi le territoire qu'on veut couvrir. Ben oui, vous décidez. Oui, ben vous décidez ça. Parce que là, Quand je disais qu'il y a des questions qui vont sortir, là, ouais, ben ça, c'est c'est un très bel moi exemple. je viens de rentrer là-dedans, là, parce que... Ouais. ça, Non, mais dans 2 minutes, ça, j'arrête. c'est une chose... Mais moi, j'ai... Dans 1 minute, j'arrête. Parfait. Dans 1 minute, Juste un une minute. territoire, c'est parce qu'une constitution, ça couvre un territoire. Un territoire. Donc, soit vous écrivez pour la commune, soit qu'on fait pour la commune, soit pour qu'on le fait Québec. Pour le Québec, soit qu'on fait pour le Canada. Ah, dans le Canada- Alors, il faut choisir un des trois en premier. Est-ce qu'on serait capable de choisir un des trois? Ben, vous avez intérêt de choisir le plus petit. Hein. Ben, nous, on est pour la au niveau- constitution, là. Ben ouais. Alors, vraiment pour travailler, là. Ouais, ouais. Si on part de là, là. Mais à mon avis, votre réflexion sur les sociétés savantes, là, ça va... Non, je sais, mais ça pourrait être intéressant là, qu'on décide d'un territoire, qu'il soit vrai ou fictif. Décidons de la grosseur du territoire, de notre communauté qu'on veut créer. Absolument. Parce que là, on est dans la fiction. Hein. Mais la Constitution, On c'est... cool dans la fiction, mais Ouais. on peut décider la grosseur de notre territoire. Oui. On peut jouer le jeu, là. Oui, absolument. Donc, les sociétés savantes, les revues médicales, qu'est-ce qui ne va pas dans les revues médicales? Ça fait partie des autorités de santé, ça. Les labos. Est-ce que vous nationalisez les labos ou est-ce que vous les laissez privés? Est-ce que vous créez un labo public qui vient faire concurrence, mais cette fois-ci de façon loyale avec les labos privés? Le gouvernement et ses décrets, ça fait partie des choses à contrôler et qu'il faudrait instituer autrement. Le Parlement et ses lois. Et puis les valeurs, que peut-être qu'il y a dans les droits et devoirs quelque chose qu'il faut que vous examiniez. L'éthique médicale. Voilà, l'éthique médicale, ça va être dans les valeurs là. Donc il va y avoir dans la Déclaration des droits de l'homme ou dans votre préambule dans lequel il y a les droits et obligations des citoyens. Et n'oubliez pas de prévoir la chambre de contrôle des droits de l'homme pour appliquer ces droits et qu'ils deviennent réels et qu'ils ne soient pas écrasés par un tyran qui n'en aurait que faire. S'il y a un organe, il faut un organe d'application de vos droits. Mais l'éthique, ça va faire partie d'un préambule de constitution. Moi, dans ma constitution, j'ai mis le code de Nuremberg en entier. Je l'ai pris, copié, collé. Voilà, je l'ai mis dans la constitution. Je n'ai pas fait référence au code de Nuremberg. Je l'ai mis dedans. Donc vous faites comme vous voulez, hein, et en lui donnant donc une valeur constitutionnelle, alors que pour l'instant, le code de Nuremberg n'a aucune force contraignante. Il existe, c'est un texte éthique, mais qui n'est appliqué par personne, parce qu'il n'a pas de force juridique contraignante. Si nous le mettons dans la Constitution et qu'on prévoit un organe chargé avec le budget, l'autorité, les moyens de surveiller et punir les pouvoirs abusifs, ça devient une réalité. Voilà, je ne parle plus. Je parle plus.